Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Jean-Claude Juncker, nouveau président de la Commission européenne, malgré le combat acharné de David Cameron, alors que les dirigeants européens ont signé un accord historique d'association avec l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie, trois États qui veulent se rapprocher de l'Europe. Au lendemain de l'onde de choc suscitée par le report de la réforme territoriale au Sénat, les réactions se multiplient. Le député PS Carlos da Silva, rapporteur à l'Assemblée de ce texte, dénonce une alliance improbable entre l'UMP, les communistes et les radicaux de gauche pour bloquer ce projet de loi. Et puis nous reviendrons sur l'affaire Babylou. Cette semaine, la Cour de cassation a confirmé le licenciement de la salariée voilée. Pour en parler, notre invité ce soir, Philippe Esnol, sénateur RDSE des Yvelines et ancien maire de Conflans-Sainte-Honorine, commune dans laquelle cette crèche associative est désormais installée. David Cameron aura livré jusqu'au bout une bataille perdue contre Jean-Claude Juncker, dénoncé comme la mauvaise personne pour diriger la Commission européenne. Pourtant, c'est bien l'ancien Premier ministre luxembourgeois qui, à 59 ans, en devient le président. Le jour où est scellé un accord historique entre l'UE et trois ex-républiques soviétiques, malgré la pression de Moscou. Maxime Tullier. L'Ukraine choisit finalement l'Europe. Au deuxième jour du Conseil européen qui réunit en Belgique les 28 chefs d'État et de gouvernement de l'Union, Ukrainiens et Européens ont scellé un accord d'association. Un accord que l'ancien président ukrainien avait refusé de signer en novembre dernier, mettant le feu aux poudres à Kiev. Deux autres ex-républiques soviétiques, la Géorgie et la Moldavie, ont signé le texte qui prévoit la suppression de la plupart des barrières douanières. Le président ukrainien, récemment élu, a salué une décision historique. C'est le résultat de 7 ans de travail. Cela ouvre de nouvelles perspectives pour mon pays. Je crois que c'est l'un des jours les plus marquants de notre histoire après l'indépendance. Et je pense qu'il faut saisir cette opportunité pour moderniser le pays. La seule chose dont nous avons besoin pour cela, c'est de la paix et de la sécurité. Vladimir Poutine a immédiatement réagi à la télévision. Pour le président russe, imposer à l'Ukraine de choisir entre l'Europe et la Russie a plongé le pays dans la scission. Mais les dirigeants européens se montrent fermes à l'égard de Moscou et donnent 3 jours au Kremlin pour faire baisser les tensions dans l'est du pays, sous peine de prendre de nouvelles sanctions économiques contre la Russie. Au Sénat, adoption hier de la réforme pénale. Les sénateurs ont souhaité aller plus loin que le gouvernement en faisant de la contrainte pénale la peine principale. Tout va se jouer maintenant en commission mixte paritaire le 2 juillet. Pauline Dame. Conduite sans permis, usage de stupéfiants, occupation d'un hall d'immeuble, des délits pour lesquels le juge ne pourra plus prononcer de peine d'emprisonnement. Seule sanction possible, la contrainte pénale. Cette peine consiste à respecter en milieu ouvert des obligations et interdictions pendant 6 mois à 5 ans. Une disposition combattue par Christiane Taubira, qui se félicite tout de même de l'adoption de son projet de loi. Nous devons faire en sorte que les actes de délinquance reculent. Nous devons faire en sorte que les personnes qui en ont souffert soient réparées et protégées, que les personnes qui ont commis ces actes soient sanctionnées, exécutent leur peine et puissent retourner dans le corps social. Donc c'est ce qui compte et c'est ce travail qui a été accompli. Alors que la droite crie au laxisme, l'Union syndicale des magistrats dénonce une atteinte au principe d'individualisation des peines. Si la contrainte pénale est la peine la plus adaptée pour telle personne, très bien, mais peut-être que pour la personne suivante qui va passer à l'audience, qui aura commis les mêmes faits, ce ne sera pas du tout adapté parce qu'elle n'aura pas la même personnalité, parce qu'elle aura un taux d'alcool qui sera 3 fois supérieur à la précédente. Et à ce moment-là, peut-être que la contrainte pénale, elle sera tout à fait insuffisante à répondre à ce type de comportement. Le Sénat a par ailleurs supprimé les peines minimales pour les récidivistes et auteurs de violences aggravées, les fameuses peines planchers. Prochaine étape, la commission mixte paritaire du 8 juillet prochain qui devra harmoniser les textes des deux chambres. Et nous terminons notre série spéciale consacrée à cette réforme. Gros plan ce soir sur l'École nationale d'administration pénitentiaire d'Agen, où sont formés les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Ici, on se prépare déjà à répercuter la réforme pénale dans les effectifs et le contenu des programmes. Reportage de Samia Dechir. Le moment est solennel.
Pour ces futurs conseillers pénitentiaires, cette cérémonie marque le début d'une nouvelle phase d'apprentissage plus concrète. L'an prochain, ils seront préaffectés dans un établissement. Jonathan, lui, connaît déjà bien le milieu carcéral où il était auparavant surveillant. Ce qui me manquait déjà dans mon précédent emploi, c'était voilà, le contact avec la population pénale, le côté humain, relationnel. Ensuite, après, c'est quand même exercer aussi un métier de sécurité sur la prévention de la récidive, c'est quelque chose d'important. Prévenir la récidive, c'est le rôle principal des conseillers pénitentiaires. À travers des entretiens, ils aident les condamnés à préparer leur sortie de prison et suivent ceux qui exercent une peine en milieu ouvert. C'est vraiment donner du sens à la peine. Et c'est en ça où je trouve que notre métier il prend tout son sens aussi dans notre société parce que voilà, c'est des gens qui font partie de toute façon de notre société, quoi qu'on en dise. Et le tout, c'est vraiment redonner du sens parce que sinon, on perd toute l'efficacité de la justice, quoi. Les conseillers pénitentiaires auront un rôle central dans l'application de la future contrainte pénale, une peine en milieu ouvert assortie d'obligations et d'interdictions. 1000 nouveaux agents vont donc être recrutés sur 3 ans. Après, l'effort, il doit se porter sur 2 choses. Le nombre des personnels, bien entendu, mais aussi qu'est-ce que font ces personnels. Pour que l'accompagnement soit positif et qu'il ait une chance d'être efficace, il faut qu'il parte d'une évaluation correcte au départ, évaluation de la personne. Cette personne que j'ai en face de moi, quelle a été sa vie, où elle en est, qu'est-ce qui a compté dans sa vie. Et donc je pense que là, on est face à un moment où ça peut être, et ça doit être, de mon point de vue, un tournant majeur pour professionnaliser ce métier. Un tournant qui se traduira très concrètement dans les programmes de formation, plus axés sur les techniques d'évaluation de la situation d'un condamné, grâce à de nouveaux outils. Un entretien motivationnel, ça va être de partir de la personne, en fait, d'essayer de trouver tous les éléments qui vont nous motiver à un futur changement sur cette personne-là. On ne va pas être dans une directive précise avec cette personne, mais on va partir de ses faiblesses et de ses avantages, de ses points forts. Et de là, on va essayer d'arriver à un changement avec cette personne-là. Un outil enseigné dès l'an prochain pour la prochaine promotion qui passera de 130 à 370 élèves. C'est mardi que l'on connaîtra le nouvel ordre du jour du Sénat après le report de l'examen du projet de délimitation des régions. Philippe Esnol est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur RDSE des Yvelines et c'est le groupe RDSE avec les communistes et l'UMP qui a demandé finalement le report de cette réforme. Qu'est-ce qui ne vous convenait pas dans le projet du gouvernement ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne conviennent pas, à la fois sur le texte lui-même qui concerne d'abord pour le moment les régions, mais dont on ne peut s'empêcher de faire le lien avec l'autre projet qui est couplé, qui est celui de la suppression des départements. Donc on peut rentrer dans les détails si vous voulez, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne conviennent pas. On pourrait considérer que le rapprochement de certaines régions semble évident. Je pense à la Basse et la Haute-Normandie, par exemple. Par contre, d'autres découpages semblent moins pertinents et on s'interroge un peu sur le pourquoi du comment. Et puis, quand on sait que derrière se profile immédiatement la suppression des départements, alors là, il y a de quoi vraiment s'inquiéter. Parce que là, on ne tient pas du tout compte de la spécificité des territoires. Autant moi je pourrais être favorable à une diminution du nombre de régions à condition que ce soit fait de manière cohérente et bien fait et tenant compte des territoires, autant la suppression des départements derrière, sur un territoire comme l'Île-de-France, je suis d'une inquiétude absolument totale. Moi je suis dans un département où vous avez 1 400 000 habitants. C'est plus grand que certaines régions actuelles. Donc si vous supprimez les départements, vous ne supprimez pas les compétences. Donc, quid de la suite? Quid de la gestion ensuite de cette énorme usine à gaz que sera le nouveau conseil régional, une fois les départements supprimés? Et sincèrement, cette idée qui consiste à dire qu'il faut supprimer des conseils généraux des départements parce qu'il y a trop d'élus en France, etc., me paraît une idiotie et une démagogie complète. Les sénateurs qui ont demandé ce report estiment qu'il n'y a peut-être pas assez d'études d'impact sur les économies à venir sur ce texte. Mais quelles économies ? Et où est-ce que vous pouvez m'expliquer où sont les économies? Sur les régions, il peut y avoir des économies d'échelle, à condition effectivement que ce soit bien fait et de pas non plus faire des régions qui par exemple seraient trop grandes, avec des difficultés de déplacement absolument considérables. Moi je prends toujours celle que je connais le mieux qui est l'Île-de-France. Si vous voulez aller de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines,
en Seine-et-Marne ou dans le Val-de-Marne, vous mettez 3 heures pour ne prendre que cette région-là. Mais il y a d'autres régions qui sont beaucoup plus vastes que celle-là. Donc les économies, moi, je demande à savoir où elles seront. Et puis après, sur la suppression des départements, est-ce qu'on va supprimer les compétences qui sont aujourd'hui assumées par les départements? Non. Donc le travail qui est fait aujourd'hui par les élus, les conseillers généraux par exemple, qui ont parfois dans certains cantons 5, 10, 15, 20 communes et qui font le tour de tous les maires, qui travaillent les dossiers, qui les remontent au département, qui ensuite vont faire le bal des pompiers, les inaugurations, etc. Il sera fait par qui? Par des fonctionnaires qui demain seront payés 2 fois plus cher que les élus en charge. Donc, où est l'économie? Merci Philippe Esnol. Vous restez avec nous puisqu'on va parler dans un instant de la crèche Babylou. En bref, des juges financiers vont être chargés de l'enquête sur l'affaire Big Malion et les soupçons de financement illicite par l'UMP de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012, annonce du parquet de Paris. Et puis, une autre information aujourd'hui, c'est la Haute Autorité pour la Transparence qui a publié le patrimoine des ministres, carton rouge pour Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement, pour avoir sous-évalué des biens immobiliers. C'est mercredi que la Cour de cassation a confirmé le licenciement pour faute grave d'une salariée voilée de la crèche Babylou, refermant au moins devant la justice française cette affaire devenue emblématique dans le débat sur la laïcité. Sophie Normand. C'est une décision qui met un point final à 4 ans de procédure, du moins devant la justice française. La Cour de cassation donne raison à la crèche Babylou et confirme le licenciement de la salariée voilée. Elle a voulu poser en principe, de façon très claire, que dans une entreprise privée, il était possible de limiter l'usage des signes religieux et donc du voile, mais à la condition que cette restriction soit justifiée par la nature de la tâche à accomplir. Une exigence de neutralité inscrite dans le règlement intérieur de la crèche. Mais la Cour de cassation précise que le principe de laïcité n'est pour autant pas automatiquement applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public. Faut-il alors une nouvelle loi? Pas utile, selon cet avocat. Cette combinaison des arrêts de jurisprudence et de l'actuelle législation, je crois qu'il n'y a pas vraiment besoin de faire une grande loi de la laïcité. Elle ne pourrait avoir pour vocation à résoudre tous les problèmes et que ça générait en plus de nouvelles difficultés et de nouveaux contentieux. Le dossier se referme en France, mais la salariée licenciée ne compte pas en rester là. Elle envisagerait de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors Philippe Esnol, vous connaissez bien ce dossier pour avoir accueilli cette crèche Babylou sur la commune de Conflans-Sainte-Honorine quand vous étiez maire. Comment avez-vous accueilli cette décision de la Cour de cassation? Très bien, hein, de manière très favorable, parce que d'abord ça met terme à une cavalcade juridique qui dure depuis des années et qui n'en finissait pas. Enfin, en tout cas, j'espère que pour le moment ça y met un terme, parce que si ça va devant la Cour européenne des droits de l'homme, on verra bien. Au niveau français, c'est déjà ça. Et je pense que c'est un signal vraiment important qui est envoyé par la Cour de cassation en séance plénière. Victoire de la laïcité, vous dites, c'est ça? En tout cas, si ce n'est une victoire de la laïcité, c'est un point positif marqué et qui fait qu'au moins dans le service public et en particulier en direction des jeunes enfants, la laïcité peut être respectée, doit être respectée. Ça me paraît effectivement très important. On a vu dans ce sujet la question d'une nouvelle loi éventuelle sur la laïcité dans les structures dédiées à la petite enfance. C'est en tous les cas ce que souhaite votre collègue sénatrice Françoise Laborde. On sait qu'un texte avait été voté au Sénat ici en 2012, un texte qui n'est toujours pas inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut une nouvelle loi pour éviter ce genre de scénario? Alors écoutez, moi j'aurais tendance à penser qu'il vaudrait mieux qu'il y ait une nouvelle loi pour que les choses soient claires. Et en même temps, on entendait un avocat qui nous disait qu'une nouvelle loi engendrerait d'autres procédures et d'autres complications. Donc ça mérite sûrement d'être éclairci. J'ai tendance à penser que ça mériterait qu'il y ait une loi qui soit plus claire et plus générale. En tout cas, moi, je fais partie de ceux qui souhaitent que la laïcité soit définie de manière claire, générale, et qu'elle ne soit pas uniquement restreinte au service public et à la petite enfance. Je pense qu'il faut aller plus loin que ça. On est, je crois, un certain nombre dans ce pays à être fatigués par les excès de certains communautarismes religieux. Eh bien, merci beaucoup Philippe Esnol d'avoir été l'invité de ce 24 heures Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée et à lundi.